François Debat, merci d'être là, bienvenue. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes donc maire de PS de Bourg-en-Bresse. Tiens, un mot sur cette compétition. Lisnard, Laurent, alors quel est votre favori? Pour qui allez-vous voter? Moi, je vais voter pour la continuité d'un rapport équilibré, d'un pilotage équilibré des maires de France entre la gauche républicaine, la droite républicaine, parce que je crois que les sujets de relations État-collectivité dépassent les clivages politiques et que dans la liste portée par Philippe Laurent, que je connais bien et qui est un homme de valeur, il n'y a pas d'élu de gauche et on sort finalement de cet équilibre. C'est pas une répartition des pouvoirs, j'entends bien, vous avez raison de le dire, vu de l'extérieur, ça ressemble à ça. Je crois surtout que on peut pas nous reprocher à nous, maires qui faisons par ailleurs de la politique, de savoir nous rassembler pour défendre ensemble l'intérêt collectif de nos territoires et de nos communes. Donc, je vais effectivement voter pour David Lisnard et André Léniel. À quoi sert un congrès des maires comme celui-ci? À vous parler entre vous ou à construire un rapport de force avec l'État? Vous savez, depuis le début de ce quinquennat, pendant à peu près 2 ans, 1 an et demi, Emmanuel Macron a snobé l'ensemble des corps intermédiaires, mais notamment les maires. Nous ne voyions personne. On ne nous parlait pas, on ne nous calculait pas. Jusqu'aux Gilets jaunes. Jusqu'aux Gilets jaunes. Et Emmanuel Macron, qui n'a aucune culture de ce qu'est la France, des élus locaux, des territoires, qui est beaucoup plus complexe qu'il ne l'imagine, beaucoup plus active qu'il ne l'imagine, eh bien, s'est rendu compte qu'il en avait besoin. Donc, il a fait le service avec les soi-disant grands débats, où en réalité on l'écoutait davantage. Il y a eu une reprise du dialogue avec Édouard Philippe. Mais on voit bien que la tentation n'est jamais loin de ce gouvernement et plus globalement de l'État d'être dans un rapport. On nous a vendu le rapport maire-préfet pendant la crise Covid. Mais ce que nous voyons, c'est que le plus souvent, c'est le préfet décide, le maire exécute. Et ce que nous souhaitons, c'est aussi ce que nous portons, et ce que je porte en tant qu'élu socialiste, que porte Anne Hidalgo comme candidate à la présidentielle, c'est un pacte de confiance différent entre les maires et l'État, entre les collectivités et l'État, et d'une manière générale, c'est aussi ce que va dire ce congrès. Pendant cette crise épidémique, pendant cette crise économique, de quoi avez-vous manqué à part la confiance de l'État? Vous avez manqué d'argent? Vous avez manqué de pouvoir juridique pour prendre vous-même les décisions? Je crois que d'abord, nous avons été là, en première ligne. Moi, dans ma ville, j'ai acheté des masques pour les distribuer à la population de Bourg-en-Bresse et de la communauté d'agglomération des 140 000 habitants. Au moment où l'État, où le ministre de la Santé nous disait non, ça n'est pas utile. Nous avons fourni des masques à l'hôpital. Parce que l'État n'en avait pas. Nous organisons les vaccinodromes. Aujourd'hui, c'est ma communauté d'agglomération qui paye le vaccinodrome, que l'État n'est pas en mesure de gérer. Donc, nous participons aux politiques publiques. La question n'est pas de le refuser. Nous sommes là pour ça. Nous sommes des acteurs des politiques publiques. Le problème, c'est qu'on a le sentiment qu'on vient nous voir quand on a besoin de nous, et que pour le reste du temps, on fait comme si on n'existait pas. Et ça, c'est quelque chose qui, je dirais, est probablement pas seulement ce gouvernement, mais qui a été fortement accentué par, cette méconnaissance d'Emmanuel Macron et de son entourage. Il n'y a pas de maire, il n'y a pas d'élus locaux autour d'Emmanuel Macron. Et cette méconnaissance a renforcé une vision un peu technocratique de l'État, où finalement, il faut revoir le sujet de la décentralisation. Moi, je suis très décentralisateur. Mais quand on décentralise, ça veut dire, on dit, il y a une politique publique, le logement, l'eau et l'assainissement, les routes. Qui s'occupe de quoi? Qui sera mieux exécuté par les élus locaux que par l'État. Mais non seulement on nous dit faites-le, très bien, mais on nous dit aussi comment il faut le faire. Avec une circulaire, un décret qui nous dit alors vous allez commencer par faire ça, puis ça, puis ça. C'est une fausse délégation. Quoi. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui il faut revoir ce rapport. Il faut que l'État, si on décentralise des compétences, on ait les moyens de le faire, et qu'ensuite on vous dise voilà l'objectif à atteindre. On va vous accompagner pour atteindre cet objectif, mais on va pas vous contrôler à chaque fois. Et le rôle de préfet aujourd'hui, moi je voudrais jamais être préfet, parce que ce sont des gens de valeur, mais à qui on ne donne qu'un seul outil, celui du contrôle, au lieu d'être dans celui de l'accompagnement. Passons des conventions, passons des contrats en disant, dans 5 ans, vous devrez avoir par exemple X% d'énergie renouvelable en plus. Et choisissez la méthode. Mais laissons-nous faire. Et c'est cela qui finalement serait la nouvelle manière de faire de la décentralisation. Et très franchement, c'est pas ce que le gouvernement actuel porte. Est-ce que l'État vous donne au moins les moyens financiers de faire cela? Le problème, c'est que Emmanuel Macron a décidé, comme d'autres avant lui, il faut le dire, de supprimer les impôts qui n'étaient pas les siens. Supprimer la taxe d'habitation, c'est très bien pour le contribuable. Le seul problème, c'est que cet argent, il servait bien à quelque chose. C'est 24 milliards d'euros. Il servait à accompagner les politiques publiques. Alors, on nous a dit, on vous enlève cette taxe d'habitation,
Donc, mais on va vous compenser à l'euro près. Donc oui, en 2020-21, nous avons le même argent que ce que nous avions en 2019. Sauf qu'en 2025, normalement, nous aurons toujours la même valeur que 2019. Ça veut dire que c'est une sorte de nœud coulant qui fait qu'au lieu d'augmenter d'environ 1% par an, naturellement, sans évolution des taux, nous allons perdre cette capacité. Et cet argent, il sert à quoi ? Il sert à créer des places de crèche parce qu'il y a de plus en plus de familles et que si on ne veut pas qu'elles payent des crèches privées hyper chères, eh bien il faut que nous puissions créer des places publiques. Elle sert à payer le fonctionnement des écoles. Elle sert à payer les services publics de base. Elle sert à payer les transports scolaires pour que eh bien les parents ne payent pas plusieurs centaines d'euros mais quelques dizaines ou zéro pour pouvoir transporter leurs enfants. Ça sert à ça cet argent. Et aujourd'hui avec les impôts, la baisse nouvelle des impôts dits de production, Bruno Le Maire a inventé une idée qui est un impôt de production pour cette rhétorique libérale, c'est un impôt qui est forfaitaire, c'est-à-dire qui n'est pas lié au chiffre d'affaires de l'entreprise. Je vous fais observer que nos taxes d'habitation et nos taxes foncières ne sont pas liées aux revenus. Donc la question, à terme, c'est si on continue comme ça, à nous couper des capacités simplement de recevoir de la recette fiscale. Je ne parle pas d'augmenter la recette fiscale, mais juste de la recevoir. Mais que restera-t-il pour financer ces politiques publiques ? Il y a un grand hiatus. On dit, on va s'appuyer sur les maires, on va s'appuyer sur les élus locaux, mais par ailleurs, on va leur couper les vivres parce qu'ils coûtent cher. Et ça, cette rhétorique-là, elle est désastreuse, elle est très facile à faire, mais elle justifie aujourd'hui une vraie inquiétude transpartisane. Parce que tous les maires, de droite ou de gauche, ou sans étiquette, sont logés à la même enseigne. On voit des maires agressés, on voit des maires menacés. D'abord, est-ce que c'est votre cas dans votre vie de maire de Bourg-en-Bresse ? Et est-ce que ça vous inquiète, cette montée de la violence anti-maire ? Alors, on sent une part de violence, d'agressivité de plus en plus forte dans la population. J'espère qu'elle est conjoncturelle. En tout cas, elle est certaine. Je suis pris à partie sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont des réseaux sociaux, sinon il faut plus en avoir. Mais on sent de l'agressivité. Oui. On sent de l'agressivité entre les gens. On sent de l'agressivité quand il faut rappeler des règles. On sent de l'agressivité quand on dit à des trottinettes de pas être sur les trottoirs. On sent de l'agressivité quand un conducteur se fait verbaliser parce qu'il laisse sa voiture sur une piste cyclable. On sent de l'agressivité. Et cette agressivité est de moins en moins canalisée. Aujourd'hui, il faut vraiment... et on a vu des maires, y compris il y a un an et demi, le maire de Signes, être tué dans l'exercice de ses fonctions. Je crois que, vous savez, il y a malgré tout, j'y vois moi le signe d'une perte de respect simplement de ceux qui incarnent l'autorité, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'elle n'est pas générale. Elle n'est pas générale. En revanche, il y a une dérive, et oui, il est important que tous les républicains, je dirais, se fassent bloc pour que, on cesse cette mise en cause, parce que finalement, c'est une part de notre lien social, c'est une part de notre capacité à vivre ensemble que l'on atteint par ces actes. Alors vous êtes aussi engagé fortement au Parti socialiste depuis des années, vous en avez été longtemps le trésorier. La campagne d'Anne Hidalgo peine à trouver son souffle. Vous avez été élu 3 fois maire au premier tour. Vos électeurs qui vous font confiance, qu'est-ce qu'ils vous disent d'Anne Hidalgo ? Oh, c'est la maire de Paris, elle ne connaît pas la France ? Vous savez, une partie des électeurs de gauche aujourd'hui est dans l'attente d'un projet. Moi, je le vois bien quand nous allons sur le terrain. Les solutions qui sont les nôtres aux problèmes qui sont posés sont celles qui sont adaptées. Moi, j'entends rarement dans les réunions de quartier ou sur le terrain les gens me dire mon problème c'est le grand remplacement. Mon problème c'est la question de savoir comment les gens prénomment leurs enfants. Le problème c'est le pouvoir d'achat. Leur problème c'est ils voient l'augmentation des milliards de dividendes du CAC 40 malgré la crise et pas d'évolution des salaires. Ils voient un président qui parle de travail mais qui ne parle pas de salaire, comme si la question du salaire était un gros mot. Et donc il y a une question de répartition de la richesse. Ils me disent aussi, sur la transition écologique, nous, on est prêt à le faire. Simplement, s'il s'agit de payer plus cher l'énergie ou plus cher certains produits, on va pas y arriver. Donc, ils demandent des solutions. Ils demandent des solutions. Simplement, et donc, ce sont les solutions que nous portons, nous, la gauche, social-démocrate, des solutions de régulation, des solutions dans lesquelles, effectivement, on pose des règles, des normes, on lutte contre l'obsolescence programmée, on organise des transferts financiers pour que les catégories populaires et les catégories moyennes ne soient pas les variables d'ajustement de la transition écologique, sinon, elles le refuseront. Et ce sont les solutions que nous portons dans un cadre républicain. Force est de constater que depuis quelques semaines et quelques mois, il n'y a pas de temps, de cerveau disponible aujourd'hui sur le débat public pour parler d'autre chose
que les thèmes qui sont portés par Zemmour. Vous avez dit 4 minutes sans lui, c'était quand même exceptionnel. Et au total, c'est ce que nous portons sur le terrain. Il y a un sujet de remobilisation de l'électorat de gauche. Une partie de l'électorat de gauche a été perturbée, a été chamboulée par ce qui s'est passé en 2016, 2017, et finalement est dans l'attente d'un projet. Notre objectif, l'objectif d'Anne Hidalgo, c'est de porter le message d'une gauche à la fois de gouvernement, qui a des solutions sur les salaires, qui a des solutions sur la sauvegarde de l'hôpital public et du service public, qui a des solutions sur la transition écologique concrète sur les territoires. Et dans un cadre républicain, c'est ce message que nous déclinons. C'est une campagne de terrain. C'est une campagne qui vise à mobiliser et qui portera ses fruits, j'en suis sûr, dès le début de l'année. Mais qui ne pourra être gagnante que si à un moment donné, écologistes et socialistes s'entendent. De toute façon, aujourd'hui, la question n'est pas, je dirais, de se chamailler, si j'ose dire, avec les écologistes. Ils ont un candidat qui mène une campagne. Aujourd'hui, notre enjeu collectif, et moi le mien, c'est de faire entendre le message de la gauche. Je ne peux pas me satisfaire d'une situation dans laquelle, aujourd'hui, il y aurait que 2 projets finalement proposés aux Français. Il y aurait une nouvelle élection tronquée. Il y aurait le projet de la droite libérale européenne porté par Macron, et puis le projet de la droite populiste et nationaliste. Si c'est cela, le projet, l'élection présidentielle ne servira à rien, parce qu'elle ne réglera aucun des problèmes du pays. Si c'est encore une élection par défaut, nous n'aurons aucune solution derrière. Il faut qu'il y ait un 3e projet, celui d'une gauche de gouvernement, socialiste, écologiste, qui porte un projet alternatif, remettre des règles dans ce marché dérégulé, porter le partage des richesses et porter les services publics. C'est cela pour quoi nous nous battons. Et oui, le moment venu, il faudra bien savoir finalement comment les choses s'organiseront. Mais ce moment, c'est celui, vous savez, il y a 2 campagnes dans une campagne. Il y a celle d'avant Noël, il y a ce que nous faisons maintenant, ce travail de fond, ce travail de projet. Et puis il y aura l'expression du projet en janvier. Un tout dernier mot sur la droite, parce que vous êtes de Rhône-Alpes, vous connaissez bien Michel Barnier, vous avez été à l'ENA avec Valérie Pécresse. Qui va gagner? Qu'est-ce que vous dit cette droite-là? Vous savez, moi, je vais vous dire un scoop, que soit pas bien. Je suis pas membre des Républicains. Mais vous êtes surpris de les voir aller aussi à droite? Je trouve, moi, il m'appartient pas vraiment de commenter le débat des autres. J'ai dit simplement que j'ai été peiné par le débat de lundi soir que j'ai vu, parce que des gens de valeur qui sont engagés uniquement sur les questions de la sécurité, sur les questions finalement d'une France de repli, d'une France un peu rance, et qui sont amenés à ne débattre que de cela, ça n'est pas bon pour la démocratie. Jean-François Debat, merci, bonne journée et bon congrès des maires. Merci.